L'ouverture du procès de l'épuration ethnique et des charniers en ex-Yougoslavie. Devant ses juges, Slobodan Milosevic est resté boudeur et impassible. L'accusation a dénoncé sa cruauté calculée. 3 questions ce soir à l'un de ses conseillers. Si tout va bien, maître Jacques Vergès en duplex de La Haye. Au cœur de l'examen de personnalité de Patrice Allègre, 2e jour d'audience à Toulouse, marqué par un face-à-face cinglant avec son père. Je regrette de ne pas t'avoir tué comme je l'avais promis, a lancé l'accusé. La délinquance est bien la première des inégalités sociales. Une enquête statistique montre que les habitants des HLM sont les premiers touchés. L'enquête de cette édition dans la Cité des Mureaux avec des locataires. De plus en plus de portables à l'école. Les très jeunes sont la nouvelle cible des fabricants. Certains établissements ont déjà pris des mesures d'interdiction totale. Les Jeux Olympiques enfin, déception pour Raphaël Poiré en biathlon, 10e seulement, élimination des hockeyeurs français. La descente dames, une nouvelle fois repoussée, doit commencer d'une seconde à l'autre. Les images bien sûr dans le cours de ce journal. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Avant de développer ces titres, une bonne nouvelle pour le cinéma français avec le destin décidément fabuleux d'Amélie Poulain. Le film a recueilli 5 nominations pour la prestigieuse cérémonie des Oscars à Hollywood. Il concourra notamment dans la catégorie meilleur film étranger. Carrière extraordinaire pour cette histoire de bonheur quotidien. Vous avez été 9 millions à le voir en salle. Même score à l'étranger, total 18 millions d'entrées aux États-Unis. Le record qui était détenu par la Cage aux Folles est battu. Pascal Deschamps. Amélie Poulain s'attaque aux Oscars, un défi comme elle les aime. Il faut dire qu'elle en a relevé un paquet depuis qu'un jour d'été 1998, Jean-Pierre Jeunet, son créateur, avait, dit-il, cassé sa boîte à idées. On a commencé à écrire le premier jour de la Coupe du Monde, je me souviens, c'était Brésil-Écosse. Et entre ce moment-là et le dernier jour de mixage, ça a été mais que du bonheur. Amélie Poulain, lei cambierà la loro vita. Du bonheur, outre les 9 millions d'entrées françaises, les triomphes à l'étranger, en Espagne, en Italie, en Australie ou en Autriche. Du bonheur, les 13 nominations au César, les 9 nominations au César anglais, du jamais vu. Tout le monde craque, de la brasserie des Deux Moulins à Montmartre, au cinéma de Broadway. C'est bien de voir un film charmant comme ça. Malheureusement, les films américains sont pleins de violence. Ça, c'est le charme du vieux monde. Un succès sans précédent pour un film français aux États-Unis. Fabuleux film, écrit même le New York Times. Une exception française comme on les aime, la preuve qu'on peut prétendre à l'universel sans perdre son âme, séduire le plus grand nombre en restant soi-même. Privé de Festival de Cannes, Jeunet concourra donc à Hollywood. Si l'année du cheval est mauvaise pour les mariages en Chine, elle devrait en tout cas réussir à Amélie Poulain. En tête des nominés, le Seigneur des Anneaux, 13 nominations. Et puis à noter, car c'est rarissime, une présence française aussi dans la catégorie documentaire. Un coupable idéal, coproduit par France 2 et qui sera prochainement diffusé sur notre antenne. Cérémonie des Oscars à suivre le 24 mars. Avant d'en venir au procès de Slobodan Milosevic, les suites des attentats du 11 septembre, bilan revu à la baisse à New York, 2843 morts et disparus. 5 mois après, on retire encore des corps des décombres. Ceux de 5 policiers ont ainsi été découverts. New York qui vit toujours au rythme des alertes à la bombe. Le plus grand terminal de bus de la ville a été évacué et fermé pendant plusieurs heures. Le mauvais plaisantin a été arrêté sans opposer de résistance. Plus sérieux, le FBI a lancé une alerte générale sur une possible action terroriste dans les prochaines heures sur le sol des États-Unis ou contre les intérêts américains au Yémen. La menace a un visage, celui de ce ressortissant yéménite. Apparemment, ce sont les interrogatoires des cadres d'Al-Qaïda retenus à Guantanamo qui ont permis d'obtenir cette information. Le frère du suspect a été arrêté. C'est la 4e alerte de ce genre depuis le 11 septembre. 5 mois après, on est toujours sans nouvelles aussi de Ben Laden, mais l'armée américaine s'interroge. Un homme correspondant à son signalement a été tué lors d'un bombardement en Afghanistan. Des analyses génétiques sont en cours. À New York, Pascal Golomer. Predator, c'est le nom de l'engin radioguidé qui a lancé le missile le 4 février dernier dans cette zone montagneuse au sud-est de l'Afghanistan. La cible, ce sont ces 3 hommes qui se trouvaient à proximité d'un ancien camp d'entraînement d'Al-Qaïda. 4 jours plus tard, un détachement américain de la 101e division aéroportée se rend sur place pour collecter les preuves que ces hommes étaient bien membres du groupe terroriste, alors que les habitants clament le contraire. Hier, les porte-paroles du Pentagone maintiennent leur version, la cible était bien choisie.
L'équipe sur place a retrouvé des documents, des vêtements, des débris de missiles, des armes, des munitions et des restes humains. Oussama Ben Laden figure-t-il parmi les victimes de ce raid? Les autorités américaines, prudentes, affirment seulement que l'un des 3 hommes était de grande taille et traité avec déférence par son entourage. Elles ajoutent que ces fragments humains sont actuellement transférés aux États-Unis pour être analysés dans un laboratoire. On pourra alors comparer leur code génétique avec celui de membres de la famille Ben Laden qu'ont pu se procurer les Américains. Le résultat ne sera connu que dans plusieurs jours. La collecte et l'analyse d'autres éléments de preuve sur place en Afghanistan pourraient prendre plusieurs semaines. Cela dit, d'après le ministre de l'Intérieur afghan, Ben Laden se déplace actuellement entre les frontières afghanes et pakistanaises dans la zone dite des tribus. L'enquête sur les réseaux d'Al-Qaïda maintenant, avec ce revers pour le FBI. On avait beaucoup parlé de l'arrestation à Londres d'un ressortissant algérien. Il était soupçonné d'avoir entraîné les kamikazes au pilotage. Eh bien, il vient d'être remis en liberté provisoire. À Londres, Laurent Boussier. Libéré malgré les pressions américaines. Pour Lotfi Raisi, sorti ce matin de la prison de Belmarsh dans l'est de Londres, c'est donc la fin d'un cauchemar qui avait commencé le 21 septembre de l'année dernière. Arrêté sur demande du FBI par les Britanniques, cet élève pilote de nationalité algérienne était soupçonné d'avoir entraîné l'un des auteurs des attentats du 11 septembre. Mais après 5 mois et demi de détention et d'enquête, les autorités américaines ont été incapables d'apporter la moindre preuve de leurs accusations. Il maintient son innocence, il n'a rien à voir avec les atrocités du 11 septembre. Trop ému pour parler lui-même, le jeune homme laissera sa famille s'exprimer. Pour sa mère, les choses sont claires. Un problème du FBI qui s'est acharné aussi sur mon fils. Parce que quand on parle avec les Anglais, on nous dit on reçoit des ordres des États-Unis. Qu'est-ce que vous allez comprendre? C'est des pressions américaines. Lotfi Raisi doit comparaître à nouveau le 28 mars prochain devant la Cour de justice. Mais cette remise en liberté constitue un échec pour les Américains qui avaient demandé l'extradition du jeune homme vers les États-Unis. Des informations encourageantes sur le sort de Daniel Pearl, ce journaliste américain enlevé il y a 3 semaines au Pakistan. La police pakistanaise annonce que le suspect numéro 1, un militant islamiste, a été arrêté. Il aurait déclaré lors d'un interrogatoire que Pearl serait vivant et retenu à Lahore. Direction La Haye maintenant aux Pays-Bas, on le disait dès hier soir, pour la première fois un ex-chef d'État est jugé pour des crimes commis dans l'exercice de ses fonctions. Slobodan Milosevic est confronté à son passé. Face à lui, une femme à la barre, une femme déterminée qui a tenu le premier rôle aujourd'hui, le procureur Carla Del Ponte. Elle est suisse, elle s'exprime en français et elle a tout de suite donné le ton. On l'écoute. Excellent tacticien, piètre stratège. Milosevic n'a fait que poursuivre son ambition au prix d'indicibles souffrances imposées à celles et à ceux qui s'opposaient à lui, ou représentaient une menace pour sa stratégie personnelle du pouvoir. Alors, comment s'est passée cette première journée d'audience? On retrouve sur place nos envoyés spéciaux Maris Burgo, Philippe Gesselin. Il regarde ailleurs ostensiblement. Slobodan Milosevic écoute, mais il refuse de croiser le regard du procureur lorsqu'elle lit son acte d'accusation. Certains des incidents ont révélé une sauvagerie presque digne du Moyen-Âge. Une cruauté calculée qui est allée de loin au-delà de la conduite de la guerre légitime. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. Slobodan Milosevic répondra ici de 66 actes d'accusation couvrant une décennie de guerre dans les Balkans. Documents vidéo à l'appui, les juges ont 2 ans pour décider s'ils ont suffisamment de preuves. Des preuves qui permettraient d'affirmer que Slobodan Milosevic a lui-même organisé, ordonné les nettoyages ethniques. À l'extérieur du tribunal, la salle de presse est comble. Les journalistes constatent que l'ex-président yougoslave est bel et bien seul face à ses juges. Il a refusé d'être représenté par des avocats puisqu'il conteste la légalité du TPI. Pourtant dehors, il y a entre autres Jacques Vergès, l'avocat français, conseille Slobodan Milosevic dans un autre dossier. Il se laisse volontiers filmer lorsque les vigiles lui refusent dans un premier temps l'entrée du tribunal. Plus loin, l'un des avocats serbes de l'accusé est littéralement assailli par les caméras.
Vladimir Tomanovic invite tout le monde à le suivre pour une conférence de presse. On y annonce la création d'un comité international de soutien à Slobodan Milosevic. Ce comité réfute la légalité de ce tribunal pénal international qu'il juge partial, inféodé aux forces de l'OTAN. C'est aussi ce que devrait dire demain Slobodan Milosevic lorsqu'il sera autorisé à s'exprimer devant les juges. Il devrait aussi dénoncer la légalité de son transfert vers les Pays-Bas et exiger de pouvoir faire citer ses propres témoins. Jacques Vergès qui devait être avec nous, petit souci technique. On aura bien sûr l'occasion de revenir largement sur ce procès et peut-être d'entendre le conseiller de Slobodan Milosevic. Une image encore à l'étranger, le corps de la princesse Margaret, décédée samedi dernier, a été transféré du palais de Kensington à la chapelle Saint-James à Londres. En rupture avec la tradition de la monarchie britannique, elle sera incinérée à l'issue de ses obsèques vendredi prochain. En France, d'abord ces nouvelles révélations dans l'affaire des disparus de Lyon. C'est Marie-Lise Lebranchu elle-même qui a donné l'information hier soir dans notre magazine Complément d'enquête. 10 nouveaux dossiers de jeunes filles disparues ou décédées ces 30 dernières années sont à l'étude. Fanny Auvergne, Alexandre Delaval. Elle s'appelle Marie-Angèle Domèche, pupille de la DAS. Elle a disparu à Auxerre le 8 juillet 1988 en se rendant à la gare. 6 mois plus tôt, Isabelle Laville, 17 ans, a elle aussi disparu en rentrant de l'école une fin d'après-midi. Ces dossiers ont été classés sans suite ou fait l'objet d'un non-lieu par le tribunal. Depuis un an, le ministère de la Justice enquête au palais d'Auxerre pour comprendre ces dysfonctionnements. Les inspecteurs ne s'attendaient certainement pas à trouver autant de dossiers litigieux. Il y a 17 personnes qui ont disparu. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on détricote tout, on essaye de trouver tout ce qui s'est passé, y compris en écoutant tout le monde. Jusqu'ici, on croyait qu'il n'y avait que 7 disparus, 7 meurtres avoués par Émile Louis, un ancien chauffeur de car. Aujourd'hui, les enquêteurs parlent de 10 autres cas de mort ou de disparitions suspectes. 17 en tout donc. Ce chiffre n'étonne pas Corinne Herman, qui travaille depuis des années sur le dossier. Ça représente quand même beaucoup de jeunes femmes qui présentent à peu près le même profil et qui disparaissent à des périodes différentes, mais à peu près des mêmes lieux. Il faut faire la distinction entre ce qui pourrait être attribué à Émile Louis, et l'instruction le dira, et ce qui pourrait être attribué à d'autres personnes, et il conviendrait de les identifier et de mener toutes ces enquêtes. Actuellement, tous les magistrats de l'époque sont entendus par le ministère de la Justice. Les résultats de cette enquête interne seront connus dans quelques semaines. Le procès du tueur en série Patrice Allègre, deuxième journée d'audience et premier moment de vérité lorsque son père a été appelé à la barre, un père violent et haï dont Patrice Allègre veut faire le responsable de sa dérive meurtrière. Compte rendu d'audience, Yasmina Farber, José Boulestex. C'est la femme qu'il aime, qu'il admire, c'est sa mère. Michel Salvi décrit Patrice Allègre, un enfant gentil malgré ses bêtises d'adolescent. Un garçon qui l'a protégé quand son ex-mari voulait la frapper. Un fils qui a aussi reçu beaucoup de gifles et de coups de son père. Martine Salvi se souvient qu'elle a été laxiste, qu'elle buvait trop, que ses amants venaient chez elle quand Patrice était là. Il ne lui en veut pas. Je l'aime, résume-t-il. J'ai rien à dire aujourd'hui. L'affaire de famille continue à la barre avec le frère et le père de Patrice Allègre. CRS à la retraite, Roland Allègre minimise les violences. Je n'ai utilisé ni ceinturon ni matraque, dit-il. Mais il avoue avoir frappé son fils sur la tête avec un rondin en bois. J'ai pété les plombs. Indépendamment des coups qu'il peut recevoir, indépendamment des traumatismes qu'il peut vivre, il a besoin que son père vienne vers lui. Le père de Patrice Allègre l'a démontré ce matin, ne va pas vers les autres puisqu'il ne pense qu'à lui justement. Roland Allègre veut recoller les morceaux. Je lui dis simplement que je l'aime. Son fils n'a qu'une réponse assassine. Je regrette de ne pas l'avoir tué comme je l'avais dit à ma mère. Je n'aurais sans doute pas fait tout ce mal. Je ne l'aime pas. Sous le choc, Roland Allègre repartira après avoir lâché ses impressions devant la cour. Entendre ça, dit-il, c'est comme si on vous mettait un coup de bâton sur la tête. On l'a souvent dit depuis 2 jours, Patrice Allègre serait l'un des tueurs les plus redoutables du siècle en France. Quels sont les précédents? Valérie Fourniou, Bernie Mériot. Landru, le premier tueur en série français du XXe siècle. Accusé des meurtres de 10 femmes et d'avoir fait disparaître les corps en les brûlant dans sa cuisinière. Il n'ira jusqu'au bout, il est guillotiné en 1922. 20 ans plus tard, Marcel Petiot est reconnu coupable de 26 assassinats. Ses victimes, des juifs comme des truands.
qui voulait fuir la France de 1942 à 1944. Il sera jugé et guillotiné en 1946. Thierry Paulin, dans les années 80, lui, ne fait pas disparaître ses victimes. 21 vieilles dames dont il mutile sauvagement les corps. Il avoue tout jusqu'aux détails sordides et meurt en prison du sida en 89. Quant à Francis Holm, c'est le routard du crime. Connaîtra-t-on jamais le nombre exact de ses victimes? 10, 20, 30? Pour lui, c'est 2 fois la perpétuité. Holm est vraisemblablement quelqu'un qui rencontre des difficultés d'ordre mental assez graves, mais les autres sont des personnalités normales. On pourrait vivre à côté d'eux sans imaginer l'ombre d'un instant que ce sont des personnalités dangereuses. Et puis, il y a le cas Guy Georges, le tueur en série de l'Est parisien, arrêté en 1998 et condamné l'an dernier à perpétuité pour les meurtres et viols de 7 jeunes femmes. Pour les experts, c'est un psychopathe, c'est-à-dire qu'il n'a aucune notion du bien et du mal. Qu'est-ce qui fait qu'on devient Guy Georges, on devient un tueur en série? Je crois que c'est pulsionnel, c'est le désir de chosifier les gens, d'utiliser des individus à des fins personnelles pour la satisfaction de son propre plaisir. C'est de l'ordre de la relation d'emprise avec la victime. C'est le point commun des 5 grands tueurs en série français, l'indifférence à l'égard de la souffrance des victimes. En bref, 3 mois de prison ferme pour les 2 propriétaires des 5 pitbulls qui avaient attaqué et tué une vieille dame il y a 2 ans près de Rochefort. Il s'agit d'une mère et de son fils. Ils ne retourneront pas en prison, leur peine étant couverte par la détention préventive déjà effectuée. Une enquête qui confirme que l'insécurité est bien la première des inégalités. Enquête du ministère du Logement sur la délinquance dans les ensembles HLM. Un chiffre, acte de violence ou incivilité, 28% des habitants des logements sociaux déclarent avoir été directement touchés au cours des 12 derniers mois. C'est nettement plus que la moyenne nationale. La délinquance serait même l'une des causes principales de déménagement. C'est le dossier de cette édition, la vie quotidienne dans l'un de ces quartiers défavorisés. Petits et gros tracas, au Mureau dans les Yvelines. Jérôme Soulard, Didier Morel. Le matin, c'est le premier réflexe de Martine. Vérifier que sa voiture est encore là, en bas, sur le parking. Il y a un mois, Martine et Claude avaient 2 véhicules. Ils ont brûlé tous les 2. Incendie criminel. Il y a un gros sentiment d'insécurité. Puis maintenant, c'est devenu au quotidien, quoi. Avant, on y pensait de temps en temps, comme ça. Bon, maintenant, c'est au quotidien, c'est tous les jours. On a peur, c'est vrai. Parce qu'ils ont peur des représailles, vous ne verrez pas leur visage. Le sentiment d'insécurité dépasse ici les frontières du fantasme. Nos voisins, je pourrais vous les présenter de la sorte. Multiples dégradations de véhicules. Ici, un autre voisin de palier, 80 ans, agressé, volé. Ici, une personne accidentée par un délinquant enfui dans un véhicule. On a vraiment frôlé le drame. Et également une agression avec vol à l'intérieur d'un véhicule. 8 heures, c'est l'heure du départ pour le travail. L'heure de la rentrée des classes aussi dans la cité des Vignes Blanches. Et comme chaque matin, les jardiniers nettoyeurs sont déjà à pied d'œuvre. Pas bien facile. Nous on nettoie et ils salissent derrière. Alors croyez-moi, quand on voit ça, des fois on n'a même plus venir travailler ici. Tellement que ça nous dégoûte. La cité n'a pas été réhabilitée depuis des années. Résultat, un environnement qui se détériore chaque jour un peu plus. Tout est souillé, brisé, jamais réparé. Alors on casse encore. Ouais. Bon là ça va, ça a muté, ça a muté, ça a muté, ça a muté. Bon c'est partout pareil là-bas aussi. Et si on répare, comment ça se passe? Ça répare. Ça fait longtemps que ça peut être réparé. Hein. Ça fait au moins 5 ans au moins. Une semaine déjà qu'on attendait l'électricien. Bientôt il y aura de la lumière dans l'escalier. Mais dans la cave en revanche, il faudra patienter encore. Vous allez visiter tous les conduits qui sont arrachés. Alors on a, au niveau des conduits de gaz, d'électricité, enfin, on marche sur un terrain miné. Hein. L'hiver, ces sous-sols sont le refuge des enfants. Alors évidemment, pour les parents, ce n'est pas très rassurant. On a demandé beaucoup d'aide pour nous aider à ce que l'on vive mieux. Mais entre ce que l'on demande et puis le temps où ça se fait, vous savez, il y a des enfants qui peuvent attraper n'importe quelle maladie vu les conditions d'hygiène qui restent ici. Et on n'est pas révolté, on a simplement peur pour nos enfants. Sans aide de l'extérieur, les femmes de la cité ont donc décidé de réagir, avec franchise. Nous, on n'est pas des monstres. Il ne faut pas avoir peur de nous. Hein? Il faut aider nos enfants, nous, on veut de l'aide. C'est tout. Nous les aimons, ces jeunes-là. Nous nous battons pour eux. Nous sommes toutes des mamans d'associations qui voulons que nos jeunes arrivent comme les autres jeunes dans la vie. Insécurité, insalubrité,
La violence dans nos cités n'est-elle pas tout simplement un abandon que les femmes de la cité des Vignes Blanches ont décidé de combattre? Et c'est par exemple l'un des objectifs du dernier plan pour la ville et le logement, recruter un gardien d'immeuble pour 100 personnes. Actuellement, c'est la pénurie. Le recrutement est très difficile. La sécurité, en tout cas, a donné lieu à un nouvel échange très vif à l'Assemblée nationale. Interrogé sur le rapport critique paru sur les adjoints de sécurité, nous en parlions la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, a eu bien du mal à terminer sa réponse. On l'écoute. Puis-je vous rappeler que la sécurité est une valeur républicaine, que c'est la condition pour la liberté et la tranquillité de nos concitoyens, que ça vaut mieux l'exploitation politicienne que vous en faites. Non, la sécurité n'est pas un filon électoral. Les Français ne sont pas dupes. Ils savent bien que vous n'avez aucune proposition alternative à faire. Alors, ils préfèrent notre sérieux à votre campagne politicienne qui ne portera pas ses fruits comme vous le souhaitez. La politique et les affaires. Un ancien ministre socialiste, René Telade, est actuellement en garde à vue. L'enquête porte sur la gestion de la mutuelle retraite de la fonction publique. 400 000 adhérents, 4 milliards d'euros en caisse. Des adhérents qui ont vu leur pension baisser ces dernières années. Y a-t-il un lien de cause à effet? En tout cas, la justice enquête sur les avantages et les faveurs que se seraient accordés dans le même temps les dirigeants de la mutuelle. Olivier Karoff, Zindine Boudaoud. Pour René Telade, aucun doute. C'est une opération politique, rien d'autre. J'ai le tort d'avoir été ancien ministre socialiste, ce dont je suis très fier, et ensuite d'être le suppléant de François Hollande, ce dont je suis aussi très fier, et en plus d'être corésien, et je suis aussi très fier. Accompagné d'un avocat, il vient d'apprendre son placement en garde à vue. Une voiture banalisée l'attend, encadrée de motards de police suffisamment nombreux pour étonner l'ancien ministre des Affaires sociales du gouvernement bérégovois. J'avais jamais une telle escorte, oui. Sous bonne escorte donc, René Telade arrive un peu avant 13 h dans les locaux de la brigade financière. Là, il est interrogé sur une affaire d'abus de confiance au sein d'une mutuelle qu'il a longtemps présidée, la mutuelle de retraite de la fonction publique. Ces locaux ont été perquisitionnés ce matin. L'état-major de la mutuelle, une dizaine de personnes, est également en garde à vue. La justice enquête sur des avantages matériels, voitures, logements, notes de frais, accordés à certains dirigeants durant les années 90. Cela intéresse aussi un bon millier d'adhérents de la mutuelle. Eux ont porté plainte, ils devaient toucher un solide complément de retraite. Depuis octobre 2000, cette rente a été réduite. Je devais toucher 14 400 francs. Je n'en touche que 11 280, ce qui me fait une différence et une perte de 3 120 francs. Où a disparu l'argent qui leur était promis? Ces fonctionnaires ne veulent croire qu'à une mauvaise gestion. Si des malversations étaient prouvées, ce serait pour eux, disent-ils, une trahison. Les affaires encore, la Cour d'appel de Paris examinait aujourd'hui plusieurs demandes d'annulation de l'enquête sur les marchés publics de la région Île-de-France et les voyages payés en liquide par Jacques Chirac entre 92 et 95. Le parquet a demandé le rejet de ces requêtes, décision le 20 mars. Jacques Chirac qui, en annonçant sa candidature hier, a regonflé le moral de ses partisans. Au quartier général du candidat président, on accélère. Installation du téléphone, 300 lignes quand même. Et première réunion, Philippe Boisserie, Jean-François Monnier. Ce matin, on a remisé le piano à queue dans les étages. Désormais, c'est le directeur de campagne qui donne le tempo. Et avec un candidat déclaré, la partition est plus facile. Ça rend les choses beaucoup plus simples, oui, beaucoup plus simples. Parce que maintenant la campagne est partie, tout le monde se mobilise. Et je pense que les choses vont se dérouler de la meilleure manière possible. Et pendant que les travaux continuent, les premiers entretiens politiques commencent. Michèle Alliot-Marie, la présidente du RPR, précède les rouleaux de moquette, RPR aussi, tandis que le futur trésorier de la campagne devance la commode. Comme Jacques Chirac a dit vouloir être un candidat de rassemblement et non le candidat d'un parti, tout le monde s'adapte. Le RPR, tout naturellement, soutiendra Jacques Chirac, mais il est un des soutiens de Jacques Chirac et bien entendu, ces soutiens vont aller bien au-delà, nous le disons depuis toujours. À l'heure du déjeuner, chacun a quitté cette adresse déjà très courue. Aujourd'hui, c'était les postiers qui manifestaient. Demain, on attend pour le pique-nique des parlementaires de l'opposition, prêts eux aussi à donner de la voix pour soutenir leur candidat.
Lionel Jospin, lui, n'a toujours pas réagi à l'annonce de cette candidature. Interrogé à l'Assemblée sur la conjoncture économique, il est délibérément resté sur le terrain technique, mais avec une petite allusion tout de même. Ailleurs dans les couloirs, on ne parlait évidemment que de cela. Alix Bouillaguet, Dominique Bonnet. Nous vous demandons d'indiquer le Laurent Fabius n'en perd pas une miette. Un député libéral l'interpelle sur la santé financière de l'État. Le ministre de l'économie et des finances s'apprête à répondre. Surprise, c'est Lionel Jospin qui lui vole la vedette. Mais si vous préférez que je demande au ministre de l'économie et des finances, Laurent Fabius, de le faire, c'est avec grand plaisir. Hier soir, Jacques Chirac estimait que les finances étaient dans le rouge. C'est donc personnellement que Lionel Jospin a fait sa mise au point. Je pense qu'effectivement, la France, qui résiste mieux que ses voisins, qui a gardé un socle de consommation, sera en mesure de profiter bien de l'élan qui reprendra l'économie européenne au deuxième trimestre. C'est pourquoi, contrairement à d'autres, je crois que nous aurons un peu plus que peu de marge. Le candidat probable a ainsi répliqué au candidat déclaré. Dans les couloirs, les députés se focalisent maintenant sur le calendrier des socialistes. Je pense que Jospin va être sous pression, puisqu'il est le dernier des Mohicans, là. Il ne va pas pouvoir tenir très longtemps en n'étant pas dans le débat lui aussi. Pour le PS, pas question de modifier quoi que ce soit. Nous avons toujours dit que ce serait après la fin de la session parlementaire que nous aurions à choisir notre candidat pour l'élection présidentielle. Donc rien n'a évolué, rien n'a changé, rien n'a à être modifié, tout simplement respecter une règle. Bizarrement, aucun ténor chiracien ne s'est exprimé cet après-midi, lendemain de candidature, mais calme plat. Santé, l'ouverture à Nancy d'un procès sur une erreur de diagnostic fatale. Un homme et une femme qui avaient effectué une radio des poumons sans que rien ne soit détecté sont morts d'un cancer. Négligence ou évolution fulgurante, l'audience s'est ouverte hier. Jérôme Cheval, Hugues Buchard. C'est la deuxième fois en 3 ans qu'une radio pulmonaire est mal interprétée dans ce centre de prévention à Nancy. 2 erreurs flagrantes de diagnostic aux conséquences dramatiques. 2 patients sont décédés à ce jour. La radiophoto n'est pas toujours techniquement au point, mais c'est vrai que certaines fois on ne comprend pas comment on a pu être passé à côté d'une image qui frappe les yeux quand on sait qu'elle est là. Le problème, c'est que tous les experts radiologues consultés par la suite ont eu la même analyse. La tumeur cancéreuse était décelable facilement sur les clichés. Un dysfonctionnement à répétition soulevé par l'avocat des familles des 2 victimes. C'est la personne ou le service qui est chargé d'interpréter ces radiographies qui s'avère totalement défaillant, ou tout au moins qui commet des erreurs à répétition. Au-delà du drame humain vécu par les familles, c'est maintenant le doute qui plane sur les compétences de ce centre de prévention. Chaque année, 40 000 patients de la région nancéenne y viennent pour une consultation. Jugement attendu donc le 18 mars. La SNCF pourrait payer systématiquement pour les retards ou les annulations. Il est question de 3 à 9 euros par kilomètre non parcouru. Vous savez que depuis le 1er janvier, ce sont les conseils régionaux qui financent le réseau des TER, les trains express régionaux. Eh bien, en échange, ils demandent des comptes et cette méthode, qui existe déjà dans certaines régions, devrait être généralisée. Virginie Fichet, Benoît Gadret. Condamné à arriver à l'heure sous peine de sanctions. Testées en Rhône-Alpes depuis 1997, ces pénalités ont coûté près de 9 millions d'euros à la SNCF l'an dernier. Pour la région, faire payer les services non effectués offre un nouveau moyen de garantir la qualité des transports régionaux, mais pour être efficace, le système évidemment ne fonctionne pas à sens unique. Nous avons fixé un indicateur chiffré. Si la SNCF atteint l'indicateur, il y a un bonus et dans le cas contraire, il y a une pénalité. Ponctualité, propreté, accueil, autant de critères soumis à la règle du bon point. Sur les quais, pourtant, le vieil adage de la carotte et du bâton ne convainc pas tout le monde. C'est bien quand le service n'est pas assuré pour des causes internes à l'entreprise. Sinon, si on ne peut rien y faire, si c'est des causes qui arrivent exceptionnellement, ça c'est normal qu'il n'y ait rien. De toute façon, les pénalités, ça se retrouvera peut-être dans le prix du billet, d'une façon ou d'une autre. Alors bon, c'est peut-être pas la meilleure solution. Le mot d'ordre des conseils régionaux est simple, il s'agit de responsabiliser la SNCF. Suivant les régions, les barèmes varient par exemple de 3 à 9 euros de pénalité par kilomètre non parcouru. Barème âprement négocié.
On a bien calculé, on a regardé effectivement par rapport au vécu des années précédentes, tous les aléas dont on peut tenir compte. D'ici la fin de l'année, toutes les régions devraient signer de telles conventions. Sur 5 ans, à elle seule, la région Rhône-Alpes investira près d'1,5 milliard d'euros dans le ferroviaire, un investissement qui vaut bien quelques exigences. Transport toujours avec les réserves de la direction de l'aviation civile sur de petits avions de tourisme, les Robins. Ils sont les plus répandus dans les aéroclubs de France. Un défaut a été détecté sur un élément d'assemblage de l'aile d'un type bien particulier d'un de ces avions. Laurence de Cherf. Le doute plane, mais le petit Robin, le DR400, continue de voler. Un avion très utilisé dans les aéroclubs pour apprendre à piloter. Aujourd'hui, 1500 appareils sont dans la ligne de mire de l'aviation civile. 4 morts dans l'Essonne en 1997. Cet accident unique a révélé un défaut de collage dans la poutre qui soutient les ailes de l'appareil. Principe de précaution oblige, aujourd'hui tous les avions construits entre 1974 et 1999 ont un délai de 3 à 6 ans pour passer une inspection complète. Dans ce club, 3 appareils sont concernés, pas question de céder à la panique. Si un réel problème urgent était apparu sur ces avions, l'interdiction de vol aurait été donnée immédiatement, comme ce fut le cas par exemple pour Concorde. Opération délicate, un désossement des ailes de chaque avion est nécessaire. Un coût moyen de 20 000 francs par appareil. Difficile pour les petits clubs de supporter ces frais, impossible pour le constructeur d'en assurer la charge. Je pense que l'État, comme dans le cas des vaches folles ou comme dans le cas du sang contaminé, il a décidé d'appliquer le principe de précaution. C'est son droit, c'est son pouvoir, c'est tout à fait normal et logique. Mais ce qui est aussi logique et normal, c'est qu'il paye les réparations lui-même. En attendant, tous ces avions ne seront pas cloués au sol. Autorisés à voler, les pilotes devront simplement respecter quelques consignes de sécurité, éviter notamment les inclinaisons trop fortes. Économie, investir son épargne en actions à la bourse est le choix le plus rentable. À court terme, bien sûr, il faut avoir les nerfs solides, mais si on n'est pas pressé, à l'échelle du siècle ou du demi-siècle, l'INSEE est formel, la bourse, ça paye. Martin Gouès, Claude Barnier. Tranquille mais sûr. À court terme, le livret A est aujourd'hui le placement le plus intéressant. Depuis 2 ans, la bourse a notamment souffert du krach Internet. Le CAC 40 a perdu de l'argent, alors que dans le même temps, le livret A en gagnait. Un taux faible, 3%, mais sans risque. C'est une rémunération modeste, mais il faut voir aujourd'hui qu'on n'a pas d'inflation. Contrairement aux années 80 où il y a eu des pics d'inflation très importants, la rémunération des produits sans risque était très élevée, mais l'inflation était très élevée également. Dans les années 80, les actions étaient donc plus intéressantes. Depuis 20 ans, le placement en bourse a plus rapporté que le livret A. Les valeurs des actions ont explosé. Dans le même temps, l'or n'a pas beaucoup rapporté. L'avantage de la bourse est encore plus visible à l'échelle du siècle. Investir en obligations peut coûter cher sur le très long terme. Même l'or est un faible placement sur une longue période. Mais en cas de crise, le métal jaune est un refuge fidèle à sa réputation. Attends. Le téléphone portable, on évoquait récemment le boom des ventes durant l'année 2001. Pour la première fois, le nombre de mobiles a dépassé le nombre de fixes. Le portable est partout, y compris dans la poche de nos enfants. C'était l'un des cadeaux de Noël les plus demandés à partir de 8 ou 9 ans. Frédéric Vion, Sébastien Maloiseau, Guillaume Fautra. Voici un cartable d'écolière qui, naguère encore, n'aurait contenu que trousses, cahiers et stylos. Mais Lola est une enfant moderne et à 10 ans, elle est sans doute l'une des plus jeunes portabilisées de France. Depuis plusieurs années, les parents de Lola vivent séparés, leurs horaires de travail sont extensibles et ils s'accordaient de plus en plus mal avec ceux de leur fille, élève de CM2. À Noël dernier, l'achat d'un portable devenait donc quasiment indispensable. C'est surtout mon père qui m'appelle et ma mère. Comme parfois je rentre toute seule, ma mère elle me dit t'attends devant l'école, j'arrive ou tu rentres toute seule. Donc ça sert un peu à ça. C'est surtout son papa, a priori, qui était un peu parti pour l'achat d'un portable. Lola en avait envie depuis 1 an à peu près. Moi, j'étais contre. À vrai dire, j'étais vraiment contre parce que je trouvais qu'elle était un petit peu petite. Mais c'est vrai que du coup, on s'en sert vachement et que c'est quand même très pratique, quoi. Et c'est bien par les enfants et les adolescents que passe désormais l'avenir du portable. Avec 37 millions de lignes, le marché des adultes est déjà saturé. Il s'agit donc pour les opérateurs de séduire les plus jeunes à coups de messages écrits SMS et de forfaits bon marché fastoche à se faire offrir par maman. Les ados se sont d'ailleurs très vite approprié l'outil jusqu'à en détourner l'usage au nez et à la barbe de leurs professeurs.
Ça triche, mais grave. Ils mettent les portables dans les trousses et ils s'envoient des SMS et les réponses. Et comme ils sont en vibreur, les profs ils voient rien. Et ils vont semblant de chercher un stylo, ils ont les réponses. Oui, je sais, mais c'est M. Bureau qui m'a enlevé l'heure de colle. D'ores et déjà, la clientèle de certains opérateurs serait constituée à près de 20% de moins de 20 ans. Voici comment en quelques années, un produit de luxe devient un jeu d'enfant. Un peu partout en France aujourd'hui pour les enfants, c'était Mardi Gras, l'occasion tout simplement de se parler, de se retrouver sans téléphone portable. Exemple dans un quartier qu'on dit difficile à Strasbourg, le quartier de Königshofen. Sur place, Christophe Nédart, Jean-Pierre Pasteur. Bouge pas. Hein. Dernier préparatif avant le grand défilé. Toute la cité se mobilise, car aujourd'hui, c'est Mardi Gras. Les enfants viennent de Königshofen, un quartier dit sensible de Strasbourg. Oubliez les soucis. Place à la magie du carnaval. C'est rigolo, j'aime bien moi se maquiller. C'est différent quand on s'habille dans la rue et tout, c'est différent. Le quartier s'anime peu à peu. Grâce au carnaval, il prend un tout autre visage. C'est important qu'ils viennent, important qu'ils participent, et puis ça donne une autre image du quartier Königshofen. Normalement, il n'y a pas cette ambiance-là dans le quartier? Non. Normalement, il y a des petits groupes partout et personne ne se connaît bien, alors c'est aussi une occasion pour se connaître. Tradition oblige, le carnaval s'achève autour d'un feu. C'est bonhomme hiver qu'on brûle pour célébrer l'arrivée du printemps. Et c'est aussi pour chasser tous les maux de l'hiver. Ça veut dire on chasse tout ce qu'on a dans le cœur, on chasse toutes les mauvaises pensées, des choses comme ça. Cet après-midi, c'est surtout l'ennui et la grisaille qui ont été chassés de ce quartier de la banlieue strasbourgeoise. À propos de festivités, on a appris tout à l'heure le décès d'un 3e étudiant après la bousculade de Brest dans la nuit de jeudi à vendredi. Un jeune homme de 24 ans originaire de Grenoble. 2 autres étudiants sont toujours dans un état critique. Les sciences, c'était autrefois la terreur des marins, des calamars géants capables d'entraîner un bateau par le fond. On a longtemps cru à une légende. De récentes observations vont peut-être démontrer le contraire. Claudine Gilbert. Une beauté fragile, un mythe vivant surgit des profondeurs océanes. À 1600 mètres sous les eaux du golfe du Mexique, ce calamar géant expose ses charmes pour la première fois au regard des humains. Plus encore que sa taille, 7 mètres de long, sa forme, jamais répertoriée jusqu'à ce jour, déroute les chercheurs. On n'a aucune idée du nombre d'individus, ni même du nombre d'espèces. En fait, on ne sait absolument rien. L'étrange céphalopode vit probablement à 5000 mètres de fond. Inlassablement, les scientifiques le traquent de l'ouest de l'Afrique jusqu'à Hawaï. Ils ne savent même pas comment l'appeler, car pour officiellement lui donner un nom, encore faut-il le capturer. Gastronomie, un bon cru pour le Michelin 2002 avec 3 nouveaux 3 étoiles. Guy Savoy et Le Doyen à Paris, Larnsbourg, près de Barenthal en Moselle, sa spécialité, cappuccino de petits pois, grillade de foie gras au sorbet d'ananas. Au total, il y a 23 3 étoiles en France. Des images tout de suite de Salt Lake City, la descente d'âme est en cours et il y a un très gros espoir de médaille puisqu'actuellement, Carole Montillet, dont on voit ici la descente, est en tête de l'épreuve. 13 concurrentes sont descendues. Il reste encore tout de même quelques favorites. À noter aussi que Mélanie Suchet occupe la 3e place. Un fort espoir de médaille, en tout cas pour Carole Montillet, et bien sûr des nouvelles d'ici la fin de ce journal. Les autres images de ces dernières 24 heures au JO, Nathanaël de Rinxin, Alain Poirier. Sur les pentes enneigées de Salt Lake, les Américains font le spectacle. Johnny Mosley vient de réussir une figure inédite dans l'épreuve des bosses, une version à l'envers de l'hélicoptère. En bas de la piste, Johnny est allé remercier des spectateurs pour leur soutien et la chaude ambiance qu'ils ont mis dans les tribunes. Émotion cette nuit lors de la cérémonie de remise des médailles. Voilà le premier triplé américain des Jeux. En halfpipe, Ross Powers devance 2 de ses compatriotes. Les États-Unis sont en tête du classement des nations. Côté français, en revanche, Raphaël Poiré, un des favoris de l'épreuve de biathlon sur 20 km, a raté sa dernière cible et le podium. Il se classe 10e. Cette dernière balle, c'est clair qu'elle reste un petit peu en travers, mais j'ai ma femme qui emmène une médaille, donc dans la famille, il y en a une, c'est l'essentiel.
L'équipe de France de hockey en blanc a bien ouvert le score face au Bélarus. Malheureusement, par la suite, les Français ont concédé 3 buts et une défaite éliminatoire dans ce tournoi olympique. Lorsqu'il embrasse la glace de Salt Lake, David Pelletier, le Canadien, pense bien être champion olympique. Malheureusement, les juges du patinage en décident autrement. Malgré leur programme parfait, Jamie Sale et David Pelletier sont classés 2e. Aujourd'hui, les Canadiens crient au scandale. Les JO, rendez-vous sportifs et rendez-vous techniques, toujours plus fort avec une nouvelle combinaison aérodynamique, une tunique intégrale qui devrait permettre aux patineurs d'aller encore plus vite. Patrice Pellet. Salt Lake City n'est pas seulement le rendez-vous des meilleurs sportifs, c'est aussi celui des grandes marques de matériel. Avec cette combinaison par exemple. 4 années ont été nécessaires pour la mettre au point. Ce n'est plus du lycra comme avant. Cette combinaison, baptisée double peau, lui est bien supérieure. Des incrustations sur le tissu du genre peau de requin permettent au vent de rebondir, de glisser. Les sportifs aussi fréquentent les maisons de haute couture. Chaque combinaison, dessinée à l'unité, doit parfaitement mouler le corps. Un ajustement précis peut permettre de prendre l'avantage sur l'adversaire. Et lorsque le chrono se déclenche, le résultat se vérifie. L'analyse porte aussi sur le balancement des bras, la position au millimètre près de la main, le volume d'air qui rentre par la bouche. Sur la moquette, il s'entraîne pour ensuite enfiler ses nouveaux patins dernier cri plus légers. Mais ici, chacun garde en tête que si la technique c'est bien, la victoire reste avant tout une affaire de muscles. En Chine, et avant de revenir sur les Jeux Olympiques et la descente d'âme, on en parlait dès hier, l'avènement de l'année du cheval. Elle provoque certaines inquiétudes, car le calendrier lunaire ne fait pas place au printemps pour cette année-là. Les Chinois sont superstitieux, ils se sont rués dans les temples. On dit par exemple qu'il ne serait pas souhaitable de se marier pendant l'année du cheval. Philippe Rochaud, Sylvain Guillaume. C'est le grand rendez-vous des Chinois pour ce nouvel an, le temple du nuage blanc à Pékin, où peuvent s'exprimer librement croyances et superstitions. Et ils sont des milliers à lancer ces pièces contre la roue de bronze dans l'espoir de faire fortune. Plus on fait de bruit, plus on lance de pièces, plus on a de bonheur. C'est écrit dessus. Le bruit de la cloche apporte le bonheur. Ceux-là sont persuadés que le cheval leur portera bonheur, mais c'est vers une autre sculpture que s'oriente la foule sous le regard bienveillant des policiers, même si dans cette Chine communiste, de telles croyances ne sont pas politiquement correctes. C'est un singe qu'on touche et ça permet d'exaucer nos vœux. Les Chinois croient beaucoup à ça et si on le caresse, on aura la chance. La tradition veut aussi que pour demander le soutien des ancêtres, on place au Nouvel An une pièce de monnaie devant chaque animal représentant les cycles des années lunaires. Et les Chinois ne se privent pas d'implorer les forces du bien, tant ils ont besoin d'être rassurés en entrant dans cette nouvelle année. Les astrologues chinois sont partagés sur les chances de réussite en cette année du cheval. Ceux de Hong Kong prévoient la stagnation économique et ceux de Chine populaire, la prospérité. Voilà, et on repasse de la Chine à l'ouest américain, Salt Lake City. Carole Montillet, toujours en tête, toujours médaille d'or virtuelle de la descente d'âme. Il reste encore une favorite. Nous vous renvoyons, si vous aimez le ski, chez nos confrères de France 3 où la descente est actuellement diffusée en direct. C'est la fin de cette édition, assure la météo Patrice Drevet, l'info sur France 2, dernier journal Jean-Claude Renaud à 1h, dès 6h30 Télématin, François Laborde recevra Jean Glavany, directeur de campagne du probable futur candidat Lionel Jospin. On se quitte sur ces images du film français aux 5 nominations aux Oscars, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. On en parlait au début de ce journal. À demain.